Bonjour à toutes et à tous, nous sommes réunis une nouvelle fois sur le plateau télé du salon Business Industrie à Lille Grand Palais. Ce salon, le premier salon des industries des Hauts-de-France qui se déroule ce mercredi 29 et jeudi 30 mai, donc au cœur de Lille. Le plateau télé auquel vous assistez est diffusé en direct sur le site internet de l'événement businessindustrie-lille.com et il sera dès demain disponible en replay sur la chaîne YouTube du salon. Jérôme Martinez-Aymar, bonjour. Vous êtes le directeur des opérations à l'Association des industries ferroviaires des Hauts-de-France, l'AIF. Tout à fait. Quelques mots sur cette association? Alors donc l'association date de 1995, ce qui commence à faire quelques années. Elle regroupe 30, je dirais, à peu près. Oui. Presque. Presque 30, en fait, le 30e anniversaire l'année prochaine. J'espère qu'on sera ici tous ensemble pour souffler les bougies. Avec plaisir. Nous représentons plus de 110 entreprises membres de l'AIF et des partenaires aussi. Donc les partenaires, ce sont régions, départements, États, collectivités locales et aussi partenaires de l'emploi, France Travail et d'autres. Ça peut être des agences de l'emploi et d'intérim. Nous avons une présence très très forte auprès de nos adhérents pour les accompagner sur les problématiques de business et aussi sur les enjeux qui se posent aujourd'hui et demain. Alors évidemment, on parle industrie et après on parle industrie ferroviaire. L'industrie ferroviaire est marquée par des éléments structurants qui sont le normatif et les qualifications. On ne fait pas n'importe quoi, on pense à la sécurité des passagers d'abord. Donc c'est clair que ce n'est pas un marché qui est facile à pénétrer pour un industriel parce qu'il faut passer toutes les étapes des normes et des qualifications. Et ça nécessite un peu de temps et de moyens. Voilà. Donc nos adhérents sont plutôt des entreprises qui sont bien installées dans le ferroviaire, qui sont historiquement installées dans le ferroviaire. D'accord. PME, grandes entreprises. Nous représentons donc les entreprises, alors je vais donner des grands noms, puisque nous représentons Alstom sur le territoire, SNCF, et après tout ce qui représente le tissu industriel de PME, ETI, rang 1, rang 2, rang 3 dans la chaîne des sous-traitants, en sachant que généralement dans le monde du ferroviaire, on est plutôt rang 1, rang 2 et très peu rang 3. On est vraiment, et particularité, on a beaucoup d'entreprises qui sont des PME, moins de 50 salariés avec 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont rang 1. Donc ça, c'est aussi une spécificité du ferroviaire. On peut attaquer un marché en direct, même si on n'est pas un mastodonte ou une ETI importante. Alors l'AIF est basée dans les Hauts-de-France, c'est pas un hasard. C'est une terre historique du ferroviaire, de l'industrie ferroviaire. Ça date de quand? On l'explique comment, cette présence très forte du ferroviaire? Le ferroviaire s'explique par déjà l'étymologie du mot ferroviaire, fer. Donc nous sommes très liés aux activités du fer. La première ligne de chemin de fer n'est pas dans les Hauts-de-France, elle est Saint-Étienne. Saint-Étienne. Saint-Étienne-Andrézieux. C'est ça. 1828, d'accord. Première ligne au monde qui travaillait directement avec l'industrie de l'acier. Ouais. Donc c'est surtout ça qui a motivé aussi la création des industries. C'était lié aux activités de base. Nous, ici, dans les Hauts-de-France, nous avions le charbon et l'acier, qui a permis le développement du ferroviaire. Et nous avions aussi un mastodonte qui s'appelait Usinor, qui lui qui a éclaté depuis, qui s'est décomposé en Ascoval, Ascométal, Valourec, Valdune et d'autres, et qui a fabriqué depuis plus de 100 ans sur le territoire des éléments donc du ferroviaire. Donc c'était des roues, des axes, des essieux. Et donc il y avait déjà de la construction ferroviaire depuis plus de 100 ans sur le territoire. Après, effectivement, on a des noms sur le territoire. On a des noms qui s'appellent Alstom Bombardier, qui ne deviennent plus qu'Alstom. Et spécificité vraiment là au niveau européen, c'est qu'on a distant à moins de 20 km, 2 sites de production majeurs, donc qui sont détenus aujourd'hui par un seul qui s'appelle Alstom. Et ça, c'est une spécificité de notre territoire. On n'a nulle part en Europe 2 sites importants qui représentent près de 8000 salariés, quand même, qui sont implantés si proches. Voilà. Ensuite, on a toute la chaîne de valeur qui est constituée, c'est-à-dire qu'on représente, c'est encore une spécificité, c'est le seul endroit où on arrive encore à faire un train de A à Z. On sait avoir le bureau d'études, oui, on a un bureau d'études encore,
qui est ici, hein, qui est porté par Alstom à Valenciennes Petite Forêt. Et derrière, on a aussi les sociétés d'ingénierie et on sait faire un train dans toutes ses composantes de A à Z, jusqu'à encore les roues aujourd'hui qu'on sait faire sur un train. Donc ça, c'est important. On a toute la chaîne de valeur qui est constituée sur notre territoire. D'accord. Et on représente 40% de la production nationale, ce qui est un point plutôt important. Éloquent en tout cas. Oui. Voilà. Et on va parler des produits qui nous intéressent, c'est métro. D'accord, donc là on a les Jeux Olympiques, donc on est en pleine production de... Tout ce qui roule sur des rails, le ferroviaire c'est tout ce qui roule sur des rails. C'est tout ce qui roule sur des rails. Alors on parle aussi de transport guidé. Oui. Voilà. Je préfère rester avec le mot ferroviaire parce que j'aime bien qu'on rappelle qu'on est issu du fer. Mais c'est les métros, c'est les trams et les trains évidemment. Et les trains. Trains TER. On est ici sur notre territoire, on fait du TER. On n'a pas de TGV mais on fait du TER. Mais cependant, nos sous-traitants, nos adhérents travaillent aussi pour Alstom pour faire des TGV et autres, pour aider à faire des TGV et d'autres matériaux, d'autres produits qui sont diffusés dans le monde entier. Et quand vous parlez d'industrie ferroviaire, on fabrique les matériels roulants. Est-ce qu'on inclut également la fabrication des éléments pour l'infrastructure ? Alors, nous avons aussi des éléments d'infrastructure qui existent sur notre territoire. Après, on a Ascoval, qui fabrique du rail. Et alors, on parle de rail vert parce que c'est du recyclage du rail. Donc, on sait faire, de ça. On a aussi des entreprises comme Pandrol qui aident à la fabrication, à l'aide à l'infrastructure. On sait faire les traverses en béton, on sait faire les soudures des rails et ainsi de suite. Donc on a vraiment infra. On a trois sujets. On a le sujet matériel roulant, infrastructure et signalisation. Oui. Signalisation, c'est aussi un domaine dans lequel nous sommes présents sur le territoire des Hauts-de-France. Et c'est un sujet qui va, à mon avis, prendre de l'ampleur. Et on en reparlera tout à l'heure, ne serait-ce que par les automatismes et l'intégration de l'IA dans ces sujets-là. Absolument. Sujet de développement, en tout cas, une nouvelle piste. Vous avez quelques chiffres clés sur la filière, nombre d'entreprises, chiffre d'affaires, nombre d'employés. Est-ce que c'est quantifié ça ? On a un petit souci de transparence au niveau des chiffres. Je vais vous donner quand même des chiffres purement industriels. Ouais. Sur le territoire des Hauts-de-France, on a à peu près 16 000 emplois industriels. D'accord. 16 000 emplois industriels sur les 21 000 nationaux. D'accord ? Donc déjà, ça c'est un point important. 40% de la production nationale est faite ici. Oui. D'accord ? On a des entreprises qui sont plutôt des entreprises solides, puisqu'elles ont l'antériorité. D'accord ? Et on a beaucoup d'entreprises qui sont avec des chiffres d'affaires à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est vraiment avec un cœur important sur 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous, l'idée, c'est quand même de les accompagner à passer un peu ces caps. Donc on a ça. En gros, on estime qu'on est à peu près sur un marché ici à 2 milliards d'euros. D'accord, et c'est porté de toute façon par notre donneur d'ordre principal qui lui signe des contrats dans le monde entier et des contrats avec les régions et qui est en pleine phase de production, de montée en charge. Alors justement, la conjoncture, l'état des lieux, quel est-il aujourd'hui ? Je crois que vous avez confié une étude sur ce sujet à la Banque de France. Alors justement, on se rend compte qu'on est à la croisée des chemins aujourd'hui. Donc on a commandé une étude Banque de France pour voir un petit peu l'état de la filière et se comparer aux autres. Et là aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des enjeux qui sont très importants puisqu'il faut qu'on accompagne la montée en charge d'Alstom. On le voit par les annonces qui sont faites dans les journaux. Et cette montée en charge, elle veut dire qu'il faut aussi travailler le modèle de nos entreprises. C'est que nous, ce qu'on veut, c'est maintenir les emplois sur le territoire, maintenir nos entreprises sur le territoire et les compétences sur le territoire. Aujourd'hui, le marché est ouvert et depuis des années déjà, on a la concurrence des pays européens. Et les pays européens, c'est souvent la Pologne. On fabrique en Pologne parce que un pays à bas coût, à moindre coût. Moindre coût, voilà. Mais ça changera un jour et ça sera un autre pays qu'on ira chercher. Peut-être la France. Alors, de toute façon, on finira... On a parlé de relocalisation, vous pouvez voir la vidéo sur YouTube. Mais alors, justement, nous, on parle aussi, on essaie de pousser les sujets de relocalisation, mais ça veut dire qu'il va falloir faire un lobbying politique. Parce que qui achète les trains ? Aujourd'hui, les trains en France, c'est acheté par les régions. Oui. D'accord ? Donc, c'est eux qui décident.
SNCF achète effectivement du train TGV, mais majoritairement, ce qui roule, c'est quand même du TER sur les territoires, et c'est acheté avec l'argent de nos impôts. Et c'est un devoir politique d'imposer quelque part une production plus locale. C'est à eux de le faire, c'est leur boulot. Donc nous, on est là aussi pour faire du lobbying. Oui, voilà, vous militez en ce sens. Donc, on milite en ce sens et on vient avec des chiffres. Vous savez, on va prendre un sujet de décarbonation. On se retrouve tous autour de la table à trouver ça intéressant et on se bat tous pour ça. Sauf que les Chinois ont fait quoi? Les Chinois, ils ont décarbonent leur industrie depuis des années déjà. Depuis des années. Donc ils arrivent aujourd'hui, on se retrouve avec des produits décarbonés qui viennent de Chine et on nous explique que la part carbone ne représente que 3%. D'accord. La part carbone portée par le transport. Oui. Vous partez de Chine, vous l'amenez ici, c'est 3%. Vous avez fait un gain massif côté productif et vous allez vous battre pour les 3 derniers pourcents. Franchement, quand on parle de relocalisation, l'enjeu il doit être plus important que ça. Oui. C'est-à-dire que l'histoire de faire de l'économie sur transport, c'est un petit peu... c'est le faux combat. Le vrai combat, il est dans la transformation de nos modèles. Oui. On a un vrai travail de fond à mener dans nos industries. C'est optimiser les ressources, optimiser les consommations, s'attarder à est-ce que je produis juste, est-ce que je produis bien, est-ce que c'est cohérent par rapport au modèle que l'on cherche. Donc ça aussi, c'est des vrais enjeux. Et ça, c'est un sujet que vous traitez, abordez avec vos adhérents au sein de la société de l'AIF, j'imagine. C'est un sujet. C'est un sujet et en fait, si vous voulez, c'est imposé aussi par nos donneurs d'ordre. Bien sûr. Et c'est un sujet sur lequel on est faible pour l'instant, puisque moi, je suis plutôt dans la phase de j'étudie. Et après, on regarde les forces en présence, les forces en présence, et ensuite on passe à la phase action. Donc là, on est en train de travailler, par exemple, avec Alstom sur un modèle d'accompagnement et qui sera en lien avec des universitaires, des gens d'université, qu'on amènerait à une certification pour pouvoir dépêcher de la main-d'œuvre disponible, donc des gens qui sont en fin de cycle universitaire, qui pourraient venir avec un œil neuf, et aider les entreprises sur les attentes de notre donneur d'ordre. Et ce sera un schéma qui serait plutôt gagnant pour tout le monde. Donc on fait ça, enfin nous, on a porté le sujet, l'université est d'accord, Alstom adhère au projet. Maintenant on va passer à la phase action parce qu'on veut le déployer à partir de septembre pour nos adhérents. D'accord. Donc il y a des sujets comme ça, mais vu la complexité, on ne va pas s'engouffrer tout de suite dans le sujet, on pose les bases et après on attaque. Et on va peut-être rappeler quand même, c'est le moment de le dire, puisqu'on parle d'écologie, que c'est un transport décarboné. Alors, c'est un transport... Même quand on parle de train diesel. C'est ça. Donc, c'est un transport totalement décarboné. Et quand vous avez un moteur diesel sur une locomotrice, une motrice, c'est pas pour faire avancer le train. C'est pour alimenter une génératrice électrique. C'est une sorte de groupe électrogène. C'est ça. Et donc voilà, donc on a vraiment un transport décarboné de bout en bout. Et effectivement, le diesel existe encore pour des lignes qui ne sont pas électrifiées. Cela dit, c'est peut-être un enjeu aussi. Nous, on travaille là sur... alors on va voir si c'est possible, mais peut-être créer un démonstrateur où on convertirait ce moteur diesel en moteur hydrogène. Oui. D'accord. Et ça existe d'ailleurs, il y a des prototypes qui existent de trains hydrogène. Oui, tout à fait. Mais là, ça serait vraiment passer sur la phase rétrofit. On ne serait pas en natif, on serait sur du modèle rétrofité. Alors, il faut quand même avoir aussi en tête qu'un train, la durée de vie d'un train, c'est 40 à 50 ans. Et à mi-vie, le train est rétrofité et il est mis à poil. On le dépoile, voilà. C'est la visite médicale, vous savez, quand vous avez 50 ans, il y a la grosse visite médicale, la grosse révision à faire. Là, c'est pareil pour le train, à 15 ans, on lui fait la grosse visite médicale, on le met à poil et on optimise les dernières technologies et on le met up-to-date, entre guillemets, au bout du jour, pour encore 15 années à venir. D'accord. Donc ça, c'est important. Mais dans ces phases-là de rétrofit, on pourrait faire des conversions pour certains véhicules qui sont diesel. On pourrait faire des conversions sur des modèles hydrogène, des modèles au gaz ou d'autres. On peut imaginer d'autres choses. On peut imaginer aussi des modèles batterie. Alors, sur la batterie, on fait très attention sur l'hydrogène aussi, puisqu'on a des normes sécuritaires importantes. D'accord. Donc ça, c'est aussi des sujets qui avancent à leur vitesse. Alors, c'est pas la vitesse du TGV, c'est la vitesse du train touristique, mais ça avance à sa vitesse pour vraiment essayer de se mettre dans un modèle qui serait pérenne dans un horizon de temps assez court.
La question sécuritaire, quelle est-elle? C'est la question En fait, de l'incendie ou c'est la question du... Oui. Oui, c'est ça. Oui. D'accord, c'est celle-là. La stabilité du process. D'accord. Et que ça n'engendre pas un incendie, Ouais. une explosion ou autre chose. D'accord. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, c'est une filière qui travaille sur des pistes sans que les choses ne soient forcément tout à fait calées et technologiquement au point. Alors, en tout cas sur des pistes, que ce soit l'hydrogène, le gaz ou l'électricité, Oui. la batterie électrique. en fait, je dirais que les technologies marchent, Oui, sauf qu'il faut qu'on apprenne le risque. oui, Donc il faut travailler le risque. Et il faut aussi qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui dise go. Ouais. Et je pense que quelqu'un qui dit go, c'est le politique. c'est ça. Si le politique ne dit pas, l'économique ne fera pas. Tout ce qui se trame en termes de recherche, de développement sur ces sujets-là, c'est notamment ici dans les Hauts-de-France. Tout à fait. Alors Ouais. nous, à IF, on ne porte pas l'innovation. Je Ouais. rappelle toujours qu'on travaille avec iTrans Ralenium, qui est le pôle de compétences qui Ouais. porte l'innovation. Donc on travaille avec eux, ils portent ces sujets-là, on les accompagne, on accompagne nos adhérents aussi avec iTrans sur des sujets d'innovation. Là par exemple, si je vous parle de fabrication additive, c'est fabrication Plus en 3D. métallique additive, Oui, ça c'est un sujet qu'on aimerait porter aussi avec nos adhérents, donc on travaille le sujet avec quelques-uns qui aimeraient passer le cap. Alors on les amène jusqu'à la porte 2, iTrans, et après ce sera iTrans de faire son boulot. Donc comme tout est bien défini, on ne se marche pas les uns sur les autres et Yes. c'est très clair pour tout le monde. chacun sa spécialité. C'est ça. Je vous ai interrompu, on a glissé tout doucement tout à l'heure depuis l'étude de la Banque de France qu'on évoquait sur l'état de la filière aujourd'hui. Comment elle se porte? Quelles sont les difficultés qu'elle rencontre? Alors, un mot de conjoncture en fait. Oui. Alors la filière, déjà, on va donner les grandes lignes. C'est une filière où il y a une forte part main-d'œuvre. Si vous avez la chance de visiter des sites de production, vous verrez qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre, mais qui dégage une valeur ajoutée par salarié qui est 3 fois inférieure au reste de l'industrie. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est un enjeu. Ensuite, c'est une filière où on a des problèmes d'obsolescence machine. Je pense qu'ici, on a un parc machine intéressant. Ici sur le salon Sur le Business salon, Industrie. Oui. Voilà, sur le salon des industries, ça serait bien qu'on voit plus de machines neuves chez nos industriels. C'est pas la matrice de nos industriels. On utilise jusqu'au bout le matériel. D'accord? Et même parfois, quand on le remplace, on remplace par de l'occasion. Donc on n'est pas dans ces démarches-là. Ah, c'est durable, hein, cela dit. Recycling, Oui. on va jusqu'au bout. Oui, on va jusqu'au bout. Oui. Je suis d'accord. Ouais. Mais ça veut dire qu'on n'optimise pas. On à n'est pas fait. dans la performance. Pourquoi Mm. est-ce que j'achète du nouveau matériel? Nos amis ne vont pas nous dire le contraire, ceux qui vendent de la machine-outil. C'est pour être plus performant qu'avant. Bien sûr. C'est pour soit je travaille des codes plus serrés, je fais de la précision, je travaille de la précision, soit je travaille de la performance, je gagne du temps et ainsi de suite. Donc quand Il y a un enjeu de performance dans cette industrie ferroviaire, c'est ce que vous nous dites. Tout à fait. Il y a un vrai enjeu de performance. Et les gens qui travaillent dans l'automobile, je leur dis, faites attention, si vous voulez rentrer dans le ferroviaire, oubliez ce que vous avez appris dans l'automobile pour l'instant, essayez de ne pas juger, d'accord? Regardez ce qui se passe. C'est une filière qui a son rythme, qui a ses habitudes, et on ne peut pas rentrer comme ça, comme un chien dans un jeu de quilles, et tout vouloir casser, tout vouloir révolutionner, ça ne marchera pas, vous n'aurez jamais l'adhésion, ni des opérateurs, des gens de terrain, ni du top management. Encore moins du middle management qui est parfois un petit peu réfractaire tant qu'on ne lui a pas donné le go. Ouais. Donc voilà, donc il faut faire très très attention. Nous, on veut les accompagner sur des problèmes de performance, d'amélioration, mais on va y aller par petites touches. On ne veut pas révolutionner les modèles, mais on leur dit, attendez, essayez d'optimiser certains process. Et alors, il y a deux concepts qui ne sont pas très présents, c'est le concept de supply chain. On n'est pas forcément les meilleurs sur la supply chain. Et après, le concept d'industrialisation. D'accord. Le concept d'industrialisation, c'est comment je pars de matière brute à matière finie dans un schéma production du début à la fin. En optimisant la ressource au début. Voilà. Et après, les moyens, les hommes, les ressources et ainsi de suite. Comment est-ce que tout ça, ça passe dans une chaîne? Et ça, en fait, on l'apprend assez difficilement. Je l'ai vu pour avoir accompagné des entreprises du ferroviaire, que ce n'était pas un concept qui était prégnant. Et après, on revient sur les métiers. Et pardon, ce que vous nous décrivez là, c'est une industrie qui rencontre un certain nombre de difficultés, ou en tout cas peut-être qu'il y a des habitudes de fonctionnement qui sont un petit peu anciennes ou ancrées, plus que dans d'autres secteurs industriels. Oui. C'est un secteur industriel un petit peu lourd, si je puis me permettre, à l'image du mode de transport qu'il produit. Oui. En fait, il est à l'image de son mode de transport, c'est-à-dire que le temps de faire arrêter un train lancé à pleine vitesse,
ça prend des kilomètres, un Il y a une TGV inertie. lancé à fond, voilà. Une belle inertie. Voilà, il y a une belle inertie. Et en fait, tout le monde est dans ce mode-là. Et c'est un mode qui fonctionne, je dirais, quand vous avez de la commande publique, ce qui a été le cas pendant des années. C'était SNCF et les régions qui portaient la commande publique. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un système beaucoup plus ouvert, où là, il va falloir qu'on change notre modèle. Donc, l'avantage aussi, c'est que nos entreprises ont conscience de ça. Elles ne savent pas comment y aller. Il faut être clair. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est les accompagner aussi par la formation et les métiers. Ça, c'est aussi un vrai enjeu. Ramener du sang neuf, ramener des gens qui ont un autre regard et qui peuvent questionner aussi le chef d'entreprise. Mais pourquoi vous faites ça? Alors, vous avez la réponse et on a toujours fait comme ça. Voilà. Ça, c'est mauvaise réponse en général. C'est mauvaise réponse. C'est des entreprises qui recrutent aujourd'hui? C'est des entreprises qui recrutent pour remplacer les effectifs qui partent ou qui recrutent vraiment pour créer de l'emploi? On recrute vraiment parce que là, il y a des gros besoins. Ouais. Il y a des gros besoins, il y a une vraie montée en charge de l'industrie ferroviaire. Alors, nous, ici, sur les Hauts-de-France, l'industrie est quand même portée majoritairement par le transport voyageur, mais il faut savoir qu'au niveau européen, c'est le fret qui porte le... D'accord. Voilà. C'est surtout les activités liées au fret, la maintenance du fret, les wagons de fret et ainsi de suite. Juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a un opérateur allemand qui est possesseur de 100 000 wagons de fret. On les voit, ils défilent devant nous. 100 000 wagons de fret. Vous imaginez la maintenance de tous ces wagons qu'il faut assurer, les entretiens, les suivis, et ainsi de suite. C'est énorme. Ouais. Donc on ne se rend pas compte des ordres de grandeur, mais vraiment au niveau européen, il y a le fret. Nous, au niveau régional... Et on peut penser que ça va continuer de se développer dans la mesure où l'intermodalité va prendre son essor. Tout à fait. Voilà. Et on va trouver aussi des nouveaux modèles. Ouais. Des gens qui vont venir, qui seront loueurs de matériel ferroviaire, donc de la locomotrice, ce qui est le cas déjà. Les Allemands arrivent sur ces marchés-là, ils viennent en France. Et nous, on n'arrive pas à créer ces modèles-là. Mais nous, sur la partie productive, qui nous intéresse, nous, ici sur les Hauts-de-France, on a des vrais enjeux de sourcing et on a du mal à trouver les compétences. On a 15 000 emplois à pourvoir de maintenant à 2030. 15 000 emplois. Et le problème, c'est que c'est des emplois sur lesquels tout le monde se retrouve. Les soudeurs, vous ne les trouvez pas. Après, on a aussi les gens liés à la qualité. Oui. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, avec des exigences de qualité et de sécurité particulièrement élevées. C'est ça. Donc aussi pareil, des techniciens d'essai, ça c'est une denrée rare. Donc, et c'est vraiment aussi la partie supply qui doit être plus fournie chez nous, plus chargée, parce qu'on a vraiment du mal à capter les personnes. Pourquoi? Parce que déjà l'industrie, ça fait pas forcément rêver tout le monde. Toujours pas, en tout cas, malgré les efforts collectifs sur le sujet. Et quand vous parlez ferroviaire, vous parlez de qui? Les gens pensent à SNCF. Et SNCF, c'est quoi? C'est dans l'esprit des gens, ce qui n'est certainement pas le cas. C'est des trains qui sont en retard, c'est des trains où on s'entasse, et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est ça, le ferroviaire. Il faut faire rêver, quoi. Il faut faire rêver. Vous devez faire rêver. Il faut faire rêver. Ouais. Mais vous prenez quelqu'un, alors ça m'est arrivé, j'ai vécu l'expérience avec une personne du Brésil qui est venue en France et on était à Paris, je lui ai dit on va aller à Lille, on fait l'aller-retour dans la journée. M'a regardé avec des gros yeux, c'est quoi ton truc? Quand cette personne est montée dans le train, le TGV, mais c'est incroyable, mais on n'imagine pas la technicité du matériel ferroviaire que l'on a en France. On est vraiment précurseur déjà sur le matériel ferroviaire et on est aussi des leaders importants. Alstom, c'est le 2e mondial. Donc il faut qu'on conserve ces places-là et il faut qu'on conserve les métiers sur notre territoire, les compétences sur notre territoire. On est en concurrence avec la Chine, avec l'Inde. L'Inde, c'est aussi des centres de compétences forts sur toute la partie ingénierie, il ne faut pas oublier. Et donc, on a des vrais enjeux qui vont nous tomber dessus. Et il va falloir qu'on garde aussi une longueur d'avance sur ces formations et ces emplois. Les formations, précisément, elles existent dans la région aujourd'hui. Dans cette région qui est si fortement marquée par la présence de l'industrie ferroviaire, y a-t-il des centres de formation qui vont bien et suffisants? Alors, on n'a pas de point de formation reconnu comme tel ferroviaire, où on globalise toutes les formations. Donc ça, c'est déjà une lacune. Donc on a des formations, bien sûr. Prenez la soudure, on a des centres de formation qui sont soit des filières académiques, soit des centres de formation. Et en revanche, l'ambition que l'on porte, donc on a ce campus quand même des métiers et des qualifications. Voilà. Ouais. Nous sommes associés au campus, qui est le campus des métiers et qualifications ferroviaire, automobile et mobilité terrestre Donc nous sommes associés là-dedans et on aimerait être pilote sur les formations et être vraiment porteur des formations au niveau européen. Parce que je rappelle qu'on a juste l'agence européenne du ferroviaire qui est à Valenciennes, 250 personnes
qui sont là, qui travaillent sur le ferroviaire, les normes, les projets et ainsi de suite, dont personne n'entend parler. Hein, on ne les met pas assez en valeur. On les a là, et pourquoi on n'a pas un centre européen des formations des métiers du ferroviaire, où là on pourra avoir tous les pôles de compétences. On peut aller de l'ingénieur quand même jusqu'à des techniciens, des dirigeants, des managers et ainsi de suite. On peut avoir toutes ces chaînes, toutes ces formations-là sur notre territoire. Il faut qu'on crée ces pôles de compétences sur notre territoire. Il faut qu'on soit reconnu comme une terre du ferroviaire dans tout ce que ça peut vouloir dire. Ce que j'entends entre les mots ou entre les lignes, c'est que cette filière, elle existe concrètement, elle existe, on fabrique bien des trains ici. Ce qui manque, c'est la structuration de cette filière. C'est ça? C'est la structuration, tout à fait. Alors, ma matrice originelle, c'est plutôt la finance et donc l'argent, les gros sous. Mais c'est bien aussi. Ça peut aider parfois. Et je souhaiterais quand même qu'on puisse regrouper nos industriels, parce qu'on va avoir un moment des industriels qui vont partir à la retraite. Aujourd'hui, je ne connais pas un seul enfant de ces industriels qui a envie de reprendre l'entreprise de papa ou de maman. L'entreprise des parents, ça ne fait pas forcément rêver parce que c'est des contraintes, c'est beaucoup de boulot, ainsi de suite. Donc on va avoir un problème là. Donc on va avoir une crise à ce moment-là. Et c'est là où on va devoir profiter. Et ça va se profiler bientôt. Hein. C'est le baby-boom. Oui, c'est pour maintenant le grand changement des dirigeants d'entreprise. C'est ça, c'est maintenant. On est dans la... tous nos parents nés dans les années 40-50, mais ils doivent passer le relais. Et ils ont du mal à passer le relais. Donc nous, on doit les accompagner dans la structuration. Et même pour un donneur d'ordre, c'est important d'avoir des entreprises qui soient face à lui, qui parlent d'égal à égal. Qui soient reconnus par souvent leur taille. Il faut avoir une taille significative, je pense. Et donc, c'est aussi à nous, sauf bien sûr, je dirais, si vous avez une compétence très spécifique, sur un élément spécifique, la taille importe peu. Mais sur certains éléments, je dirais que là, vous êtes en concurrence avec des pays à moindre coût. Et je pense que c'est là où on a besoin de se structurer pour peser plus. Donc ça veut dire qu'il faut passer des étapes. Nous, on a une barrière psychologique, c'est les 50 salariés, enfin 49. Il faut qu'on passe ça. Et il faut qu'on amène plutôt à des ETI. En Allemagne, une PME, c'est 250 personnes. En France, c'est 50. Donc il faut qu'on amène à grandir ça. Il faut qu'on structure notre ferroviaire. Et il faut que nos sous-traitants soient reconnus maintenant comme une force importante, composante du paysage du ferroviaire. C'est ça l'enjeu final, c'est que cette réalité économique, cette force de frappe économique, et ce cluster soit reconnu, identifié, gagne en notoriété et en image. C'est ça le grand enjeu qui est le vôtre aujourd'hui avec vos partenaires, les partenaires de l'AIF que vous évoquiez tout à l'heure. Tout à fait. Ça, c'est le grand enjeu et je dirais qu'on a pour l'instant un pion d'avance, puisque sur des sujets parfois qui peuvent être assez importants, on est en lien avec les services de l'État, donc le ministère de l'Industrie, et on arrive à porter des sujets au niveau du ministère de l'Industrie. Et par ailleurs, on a signé une convention avec la Fédération des industries ferroviaires qui nous assure, maintenant nous assurons la représentativité sur le territoire de cette fédération, qui elle plutôt chapeaute l'industrie. Nous, on est vraiment le tissu économique fort, les entreprises, et on est le premier relais d'information à la FIF ou alors aux instances politiques. Et on a travaillé des sujets jusqu'à très récemment avec le ministère de l'économie, directement avec les services du ministre, sur des sujets structurants. Donc on a tous conscience de ces structurations. Nous, on a un devoir de lobbying. C'est pas un gros mot. L'AIF est là pour aussi parler la voix du ferroviaire. Donc on porte la voix du ferroviaire auprès des instances politiques. Et c'est sur lequel on ne lâchera rien. C'est-à-dire qu'il est hors de question. Moi, je veux vraiment que le premier réflexe que tout le monde ait en tête, c'est de se dire oui, le ferroviaire, c'est dans les Hauts-de-France. On est le premier cluster, il faut qu'on le reste. Et alors, j'ai toujours aimé la première place, jamais la deuxième, parce qu'on oublie toujours les deuxièmes. Sauf Poulidor, mais bon, tout le monde n'est pas de Poulidor. Donc, je tiens à cette première place pour nous, notre industrie ferroviaire, pour nos industriels, qui sont d'ailleurs présents ici, puisque nous avons MTM qui est présent ici sur le salon, qui a fait le déplacement. Nous avons GTIF qui fait la formation, qui est aussi présent sur le salon, et Handyman, qui est aussi un de nos adhérents, qui sont présents.
Et après, il y a nos partenaires, CCI et autres. Donc voilà, on est au cœur du système. Il faut qu'on reste le plus longtemps possible au cœur du système parce que notre voix compte. Et on le sent bien dans les discussions qu'on peut avoir avec nos politiques, que notre voix compte. Donc on va la garder prépondérante. Eh bien, écoutez, au moins on l'a dit ici dans le cadre de ce salon, du salon Business Industrie Lille. Merci beaucoup Nicolas Martinez et Marc. Jérôme Martinez et Marc. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations à l'AIF, l'Association des industries ferroviaires des Hauts-de-France. Merci beaucoup. Bonne journée, bon salon. Merci.